La chance d'accueillir quelqu'un qui a bousculé son emploi du temps pour être avec nous et on le remercie vivement. S'il tenait absolument à être là, c'est pour partager son regard sur la création à la française, lui qui a travaillé, dirigé puis fondé des agences de dimension internationale. C'est l'un des créatifs les plus talentueux au monde et je pèse mes mots. Merci d'accueillir Frédéric Raillard, CEO de Fred et Farid et de AI Imagination. Frédéric. Bonjour, merci. Merci pour les mots sympas, hein. Et merci Eric pour l'invitation. Ah tiens. Non, mais c'est un sujet, je trouve ça génial ce qu'a fait Eric et les équipes de We Are, parce que c'est un sujet qu'on a souvent un petit peu, presque un peu méprisé. La création, c'était un peu le dingo qui faisait des trucs pour lui-même. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup d'argent, tout simplement, quoi. Et les anglo-saxons ont peut-être compris un peu avant nous que c'est beaucoup d'argent. Et donc, on se rend compte de plus en plus que la création est à respecter, en fait. Et moi, ça me fait plaisir. Donc, ça me fait plaisir que Eric prenne position comme ça et puis fasse un événement pour supporter, pour qu'on comprenne à quel point la création, c'est pas un sujet anecdotique, c'est un sujet central quand on parle de compétitivité en France. Et quand on parle de compétition face aux US et face à la Chine, la création, c'est un atout majeur. Donc parce que finalement, alors moi je suis Fred, un des deux fondateurs de Fred et Farid, on est un groupe, Vincent Bolloré à 30% chez nous, on est à Paris, Shanghai, New York et Los Angeles, et moi j'ai un regard un peu d'expat parce que je suis un Français de l'étranger, en fait, ça fait 20 ans que j'habite à l'étranger, j'habitais à Londres, puis à San Francisco, puis à Paris un petit peu, ensuite à Shanghai, à Los Angeles et maintenant à New York. Et donc, j'ai un regard un tout petit peu différent parce que je me prends dans la figure toute la journée ce qu'est être français, en fait. Et franchement, sincèrement, je n'avais pas compris en fait ce que c'était que d'être français avant de partir vivre à Londres. En fait, je suis parti assez tôt avec Farid vivre à Londres dans une grande agence anglaise. Et c'est le moment où je me suis pris en image miroir. Ouais, mais tu dis ça parce que tu es français. Ouais, mais vous, les Français. Et là, j'ai commencé à. En fait, j'avais pas conscience, en fait, de ce qu'on était, de comment on pensait, comment on réagissait. C'est parce qu'on a chacun notre individualité, notre tempérament, mais il y a aussi des choses qui. On a aussi des points communs parce qu'on a une culture commune. Et donc, on a une façon de réfléchir qui est influencée quand même par notre pays. Et donc c'est essentiel d'ailleurs hein, de partir à l'étranger, non pas pour rester à l'étranger, mais juste pour comprendre ce qu'est la France et comment aider la France. Et j'en profite pour dire que beaucoup de nos politiques ne le font pas, n'ont pas vécu à l'étranger, donc sont inadaptés pour vraiment comprendre ce qu'est la France. Je le place, mais je le pense. Je suis vraiment content de participer à cet événement parce que c'est un sujet majeur. Et d'ailleurs, j'aime pas trop dire culture parce que c'est un mot qui a été trop récupéré par nos politiques, qui est un peu galvaudé. Je préfère dire création. Donc, j'aime bien le nom d'Eric, France is a Creative Land. Et j'aime bien que ce soit en anglais parce que ça prouve qu'il a une volonté de communiquer en fait les atouts de la France, pas simplement en France, mais à l'étranger. Et ça, c'est vraiment important, qu'on ne soit pas dans un truc trop dans notre bocal à nous raconter nos histoires à nous, mais qu'on pense vraiment à l'image de la France à l'étranger, c'est essentiel. Et alors moi, je voulais vous parler de un tout petit peu. Eric m'a dit, sois honnête, et dit un petit peu l'image de la France et de la création française à l'étranger. Alors d'abord, il faut quand même comprendre que, enfin, pour ceux qui ont vécu à l'étranger, vous l'avez sans doute vu, comme moi, on n'est pas non plus, pour être honnête, hein, on n'est pas non plus crédible dans plein de domaines. On a des ingénieurs crédibles, des médecins crédibles, mais dans le business vraiment, on n'est pas crédible dans beaucoup de domaines. On n'a pas vraiment, aujourd'hui, on n'a plus vraiment le nucléaire, on n'a plus vraiment. En fait, on se rend compte quand on habite en Chine ou aux US qu'il y a même presque un peu parfois dans le biz une suspicion, oh là, c'est des Français, donc c'est désorganisé, c'est chaotique, ils ne tiennent pas les délais, ils arrivent en retard dans le Zoom, on ne va rien pouvoir faire, ils sont émotionnels, ils repartent en arrière, ils lancent un truc, ils ne respectent aucun process. On a un peu l'image des latins, quoi. Voilà, et donc, mais ça ne rassure pas, hein. Forcément, en tout cas les Américains, ça ne les rassure pas. Les Chinois, ça va. Mais en fait, quand on est à l'étranger, on se rend compte que finalement, il n'y a pas des masses de domaines dans lesquels on est crédible. Et on se rend compte que là, je rejoins ce monsieur qui parlait tout à l'heure. Pardon, je ne connaissais pas je suis arrivé tard, donc je n'ai pas entendu, mais j'ai écouté ce que vous disiez. C'est-à-dire que le domaine, en tout cas, fashion, beauty, luxury, création, art de vivre, ça c'est respecté. Et c'est un des rares domaines où en fait,
c'est pas la honte d'être français en fait quand on rentre dans le meeting. On s'en rend compte. Hein. Donc il y a d'autres domaines quand il faut parler organisation, process, quand il faut parler stratégie, industrie. On est regardé un peu comme des clowns. Et c'est pas juste d'ailleurs, hein, mais c'est l'image qu'on a. Par contre, dans tous ces domaines que je viens de citer, on est directement crédible. Et je dirais même c'est injuste. Parce qu'on rentre dans la salle, on a un accent français, et les gens assument qu'on est bon en fashion, beauty, luxury, alors qu'on ne l'est pas forcément. Mais donc, non, mais c'est vraiment important de se poser la question aujourd'hui de quel est notre avantage compétitif. Quand on arrive en Chine, on se rend compte très clairement que la Chine est beaucoup plus rapide que nous, dans tout. Ils sont beaucoup plus tech que nous. Moi, j'ai vécu 5 ans là-bas, ça a vraiment été une claque. Hein. Ils sont plus tech que nous, plus rapides. Ils foncent, ils ont une foi dans l'avenir. D'ailleurs, c'est marrant parce que la Chine est le pays qui a le plus de la foi en l'avenir, qui est le plus optimiste dans toutes les études. Et étonnamment et bizarrement, et je ne sais pas pourquoi, mais la France est le pays le plus pessimiste par rapport à l'avenir. Et donc il y a un truc, et donc quand on arrive là-bas, c'est intéressant parce qu'on se prend une culture dans la gueule comme ça, et puis il faut l'absorber, et il faut essayer de réagir. Et c'est vrai que sur ces domaines, sur ces secteurs, comme sur la rapidité, sur la tech, etc., on se rend compte que c'est même pas la peine d'essayer. On ne sera jamais à la hauteur, et de toute façon, il y a un effet masse sur la Chine, sur 1,5 milliard d'individus, ça va extrêmement vite, tout se croise très très vite. Il y a aussi beaucoup moins de protection des technologies et tout ça, donc ça va encore hyper vite. Donc c'est presque comme si le combat était un peu perdu. Je ne veux pas être pessimiste, mais il y a quand même des fleurons, quelques fleurons dans la tech française, mais c'est presque comme si c'était perdu de fait face à 1,5 milliard de personnes qui croient en l'avenir, qui foncent, et avec des marchés assez dérégulés, finalement, on peut copier les techs des uns et des autres, et donc ça avance ultra vite. Mais il y a ce truc de quand il faut faire du beau, quand il faut faire quelque chose avec goût, quand il faut trouver des idées un peu folles, ben, un Français dans la salle, c'est bien en fait. Et donc, mais c'est bien de se dire ça, c'est bien de comprendre que, donc, d'un point de vue compétitif par rapport à la Chine, on a au moins ce truc-là. Et c'est pour ça que c'est un sujet hautement stratégique, je dirais presque, j'ai été provocateur, mais c'est presque un sujet militaire, la création en France. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est essentiel, vital, quasi militaire, c'est-à-dire que c'est là où on est fort, quoi. C'est là où on est fort, c'est là où on est respecté, c'est là où on n'a pas à se battre pour se faire respecter. La French Tech a fait un boulot formidable, il faut le reconnaître. Moi, j'ai vachement soutenu la French Tech. J'étais ambassadeur French Tech à Shanghai, et j'ai beaucoup soutenu. Et c'est vrai qu'on a fait un boulot, il faut reconnaître ça au gouvernement actuel, comme ils ont fait vraiment un bon boulot là-dessus, pour qu'on reconsidère un petit peu la tech française, parce qu'avant c'était comme la cuisine anglaise, hein. C'était dégueulasse. Et donc il y a eu un vrai boulot mais c'est un boulot de truite, c'est-à-dire que c'est vraiment, on a remonté le courant pour essayer de faire respecter un petit peu la tech française, mais c'était pas facile. Alors que la création française, on descend le courant, c'est super facile, on a tellement d'historiques glorieux en création que c'est beaucoup plus facile. Et il y a quand même un vrai respect en France. On a vu des empires se monter sur la création. Il ne faut jamais oublier que Christian Dior, c'est pas une marque, c'est un fou, c'est un créatif fou. Que Louis Vuitton, c'est un fou qui faisait des mal. Donc il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire qu'il y a un empire comme LVMH s'est monté sur des cinglés géniaux, qui ont fait avec des génies, quoi, des génies créatifs complètement cinglés pour le commun des mortels, qui ont fait des trucs extraordinaires, et c'est devenu des marques, et c'est devenu un empire. Et l'empire français le plus respecté dans le monde, c'est LVMH aujourd'hui. Donc il y a une logique dans tout ça, il y a une logique, et c'est pour ça que ça devrait être beaucoup plus au cœur de tous les programmes, je dirais même politiques, hein, ça devrait être au cœur des programmes politiques. Et encore une fois, j'aime pas le mot culture parce que il a été trop récupéré, trop galvaudé, etc. Je préfère création, qui est plus simple, plus neutre, et qui touche beaucoup d'industries. Et ensuite, il y a les US, et c'est vrai qu'aux US, donc on a d'un côté la Chine, de l'autre côté les US, et d'autres qui arrivent, hein, l'Inde, la Corée, etc. C'est des pays qui arrivent hein, concrètement dans notre vie, hein, vraiment. Mais sur les deux pays que je connais bien, moi, parce que pour y avoir vécu, c'est la Chine et les US. Et aux US, il y a un charme français, mais dans le boulot, ça les gêne un peu, quoi. Hein, c'est vraiment, il y a un charme français. Pour les vacances, c'est top, mais ça peut être angoissant dans le boulot. Quand on sort des industries fashion, beauty, luxury, cuisine, art de vivre, quand on sort de ça, quand on va dans d'autres industries, l'accent français, je vous garantis, il n'aide pas du tout. Il n'aide pas du tout.
Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas remonter le courant comme la French Tech et arriver quand même à se faire une place et se faire respecter. On peut le faire de toute façon avec du travail. Mais je veux dire, notre point fort en France, c'est la création, l'art, la culture, le goût. Ça, c'est notre point fort. C'est un acquis, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se battre, on rentre avec un sale accent dans la pièce et c'est acquis. Et donc ce serait fou de ne pas le considérer dans tous les plans stratégiques de notre pays parce que c'est réellement un guide et c'est réellement facile. Pour nous, il y a une expression en Amérique, c'est low hanging fruit. Donc il faut aller chercher d'abord le fruit le plus facile à attraper, low hanging fruit. C'est vraiment le low hanging fruit de la France, c'est la création. Et donc pourquoi ne pas le ramasser, pourquoi ne pas construire autour de ça? C'est un vrai ancrage sur lequel on peut construire. Donc moi, je voulais vraiment soutenir, je suis venu vraiment pour soutenir mon ami Eric, parce que je trouve que c'est beaucoup plus important que tout ce qu'on peut imaginer, en fait. Parce que la réalité, c'est qu'on est en train de se faire envahir par des marques tech du monde entier. La réalité, c'est qu'on ne sait pas, je vais être provocateur, mais on ne sait pas si dans 5 ans, l'automobile française ou même allemande va survivre à l'automobile chinoise. Hein. Vous avez les percées de BYD, franchement, on ne sait pas. Hein. Donc, nos réseaux sociaux sont américains, ils ne sont pas européens, pas français, ils sont américains. Donc, sur la tech, on est quand même, et en IA, comme l'Europe a commencé d'abord par réguler avant de lancer et pousser le mouvement, on est sur des voitures avec des freins, là où l'Amérique et la Chine foncent de façon complètement débridée. Et ils construisent l'IA. Donc finalement, on est assez menacé. Il faut être honnête, on est assez menacé. Je pense qu'on est dirigé par, je ne vais pas dire l'ensemble de la classe politique, parce que je ne veux pas tomber dans la caricature, mais je pense qu'il y a une grande partie de la classe politique qui est complètement larguée, en fait. Mais vraiment, hein, qui est larguée sur les entreprises, qui est larguée sur la France et l'image de la France, qui ne connaît pas l'international, qui n'a jamais vécu à l'étranger. Et en fait, ils pilotent mal notre pays, en fait. Hein. Donc, ils ne savent pas tenir une boulangerie, on l'a vu, hein, si vous avez vu la dette aujourd'hui. Et donc, on est dirigé par des gens, en grande partie, qui ne sont pas au niveau, en fait, parce qu'ils n'ont pas voyagé. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet essentiel, c'est un sujet politique. C'est pour ça que moi, je voulais absolument être là aux côtés d'Éric, c'est que c'est un sujet politique. La création, on l'a, c'est à nous, on est crédible. Sur 180 pays dans le monde, je pense que si on fait des études en demandant à tout le monde, c'est quoi le pays le plus créatif? En tout cas, il y a vraiment des chances que la France soit top 3, voire 1. Donc ça, c'est un vrai truc qu'on a, c'est un asset, on l'a, il est à nous, on le possède, il ne faut pas le perdre, il faut le cultiver. Et ensuite, il me reste 2 minutes, mais je vais parler un tout petit peu d'IA. Donc moi, j'ai fait un spin-off de Fred et Farid, et j'ai recruté en interne pour monter la première boîte de pub, mais IA. On fait 100% IA, j'habitais en Californie à l'époque, et donc j'ai eu la chance d'être exposé à la tech un peu plus tôt que les autres. Moi, la première semaine de GPT, j'étais dessus toute la journée. Parce qu'en Californie, la tech, elle est tangible. Elle n'est pas que dans les magazines, les voitures sans chauffeur, c'est dans la rue, les petits delivery à Santa Monica, c'est des petits robots qui délivrent. Elle est tangible, la tech. Et donc, je n'ai pas de mérite, c'est juste que j'habitais en Californie quand GPT est tombé sur Terre. Et je l'ai essayé, j'ai trouvé que c'était... je trouvais même plus les mots, quoi. C'est-à-dire que je me rendais bien compte que c'était... c'est marrant, je parlais avec un journaliste des Échos qui me disait « Révolution est un mot trop faible quand on parle d'IA ». Il a raison. C'est un mot trop faible, c'est un changement de civilisation. Ce qui est en train de se passer, c'est... Vous pouvez méditer sur 3 mots. Hein. Intelligence is free. Tous les fondements de notre société, c'est sur l'intelligence. Aujourd'hui, l'intelligence est gratuite. Elle est dans la poche, elle est gratuite. Et ça fait une espèce de... C'est les fondements de notre société qui sont bousculés. Mais en même temps, c'est intéressant parce que du coup, on est dans ce moment un peu charnière où on sort de l'ancien monde pour entrer dans ce nouveau monde. Et c'est pour ça que c'est important de parler d'IA aussi un tout petit peu, et du rôle de la France dans l'IA, je dirais. C'est vrai qu'au niveau technologie, à part Mistral et peut-être quelques autres, mais Mistral en chef de file, on est un peu déjà dépassé par les États-Unis et la Chine, c'est une réalité. Hein. Par contre, ça c'est dans la fabrication de l'IA. Par contre, dans l'utilisation de l'IA, il y a 3 étapes. Hein. Il y a l'intention, la génération et la curation. Et la curation est essentielle. C'est-à-dire que tous ceux qui génèrent, vous savez qu'on peut générer 300 signatures pour une marque, on peut générer des territoires, on peut générer tout ce qu'on veut. À un moment donné, on arrive à la curation, il y a 500 trucs devant les yeux, et il faut quelqu'un pour juger ça. Et ça, la curation, c'est le goût. Et le goût, c'est la culture. La culture, c'est la France. Donc, c'est-à-dire que sur toute cette partie-là de l'IA, il ne faut pas qu'on se décourage, il faut qu'on se batte, parce que je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer. Voilà, je crois que c'est la fin de mon temps. Merci beaucoup. Merci Eric pour l'invitation. Merci Fred, merci beaucoup. Merci pour ce